Tyler, tu ne peux pas être sérieux. C'est le 40e anniversaire de Marcus. Toute la famille est là. On ne peut pas partir maintenant. Ce sont les mots que m'a dit ma mère lorsque je l'ai appelée en pleurs pour lui annoncer que ma femme Emma était décédée d'un arrêt cardiaque à l'âge de 34 ans. J'étais dans le couloir de l'hôpital Northwestern Memorial, mes vêtements encore tachés de larmes, serrant l'alliance que les médecins avaient retirée des mains froides d'Emma. À l'autre bout du fil, j'entendais de la musique forte, des rires et le bruit d'une fête en plein déroulement. « Maman, Emma est morte !» ai-je répété, la voix brisée. « Elle est morte ce matin. J'ai besoin de vous. » Un silence gêné, suivi du bruit étouffé de sa voix couvrant le téléphone et murmurant quelque chose à quelqu'un. « Écoute, mon fils, c'est une situation terrible. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Marcus a engagé un traiteur, il y a des gens qui sont venus d'autres États. Nous ne pouvons pas décevoir tout le monde. Nous passerons demain matin pour en discuter, d'accord? » Et elle raccrocha. Je m'appelle Tyler Matthews, j'ai 36 ans, et à ce moment-là, j'ai découvert que ma famille considérait l'anniversaire de mon frère plus important que la mort de ma femme. Mais il ne se doutait pas qu'Emma, brillante avocate d'entreprise, avait laissé bien plus qu'un simple testament. Emma et moi nous sommes rencontrés à l'université Northwestern, où elle étudiait le droit et moi la gestion. Elle a toujours été la plus intelligente de nous deux. Elle arrivait à résoudre des problèmes contractuels complexes alors que j'essayais encore de comprendre les premières pages. Nous nous sommes mariés à 21 ans et avons bâti un empire financier pendant nos 15 années de mariage. Elle a fondé son propre cabinet d'avocat d'affaires, tandis que je gérais nos investissements immobiliers. Ensemble, nous avons amassé une fortune considérable, des propriétés à Chicago, Miami et Los Angeles, ainsi qu'un portefeuille d'actions qui rapportait plus en dividendes que ce que beaucoup de gens gagnent en un an. Mais les 6 derniers mois avaient été étranges. Emma réorganisait constamment nos documents, avait des réunions mystérieuses avec des associés du cabinet et posait des questions bizarres sur ma famille. « Tyler, si quelque chose m'arrivait, penses-tu que tes parents nous aideraient ou essaieraient de profiter de la situation ?» m'a-t-elle demandé un soir, alors qu'elle examinait des papiers sur le lit. « Quelle question, ma chérie. Bien sûr qu'ils nous aideraient. Ce sont mes parents. » Elle s'est contentée de sourire mystérieusement et s'est replongée dans ses documents. « Je suis sûr que nous le saurons bientôt. » À l'époque, j'ai pensé que c'était de la paranoïa professionnelle. Les avocats envisagent toujours le pire scénario possible. Je comprenais maintenant qu'Emma avait mieux cerné ma famille que je ne l'avais jamais fait. Cette matinée avait commencé comme n'importe quel autre mardi. Emma avait préparé des pancakes en forme de dinosaure pour notre fille de 8 ans, Sophie, pendant que je préparais les boîtes à lunch. Emma nous avait embrassés sur le front, avait promis d'arriver tôt pour le récital de piano de Sophie, puis était partie au bureau. Ses derniers mots ont été « N'oublie pas d'acheter du sirop d'érable. Le vrai, pas cette cochonnerie à base de maïs transformé. » À 10h47, mon téléphone a sonné. C'était Jennifer, l'assistante d'Emma. Tyler, Emma s'est évanouie pendant une réunion avec des clients. L'ambulance est en route. Northwestern Memorial. Je me souviens avoir renversé ma tasse de café. Le bruit de la céramique se brisant sur le sol de la cuisine résonne encore dans ma mémoire. J'ai appelé ma voisine Hélène pour qu'elle aille chercher Sophie à l'école, puis j'ai conduit jusqu'à l'hôpital en dépassant toutes les limites de vitesse, négociant avec Dieu dans des murmures désespérés. Mais j'étais trop en retard. Emma a été déclarée morte à 11h23, quelques minutes avant mon arrivée. Arrêt cardiaque massif, ont dit les médecins. Rien n'aurait pu être fait, m'ont-ils assuré, comme si cela avait la moindre importance. Voir le corps d'Emma était surréaliste. Elle semblait dormir, à l'exception de l'immobilité anormale de sa poitrine. Sa peau était encore tiède lorsque j'ai touché son visage. J'ai continué à attendre qu'elle ouvre les yeux, qu'elle sourie et qu'elle me dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Les heures suivantes ont été un tourbillon de paperasse et d'appels téléphoniques. Les pompes funèbres avaient besoin de décisions que je n'étais pas prêt à prendre. Crémation ou enterrement? Quel type de cérémonie? Avait-elle une tenue préférée? Des questions auxquelles il me semblait impossible de répondre, alors que tout ce que je voulais, c'était me glisser dans mon lit avec ma femme une dernière fois. Le plus difficile a été de rentrer à la maison en sachant que je devais annoncer à Sophie que son père ne reviendrait jamais. Comment expliquez-vous la mort à une enfant de 8 ans? Comment lui dites-vous que la maman qui lui a fait des crêpes en forme de dinosaure ce matin-là est partie pour toujours? Annoncer à Sophie la mort de sa mère a été le moment le plus difficile de ma vie. Quand elle est montée dans ma voiture après l'école, elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Où est maman? Elle avait promis de venir à mon récital ce soir, » a-t-elle dit, son sac à dos serré dans ses petites mains. Je me suis garé sur le bas-côté, incapable de me concentrer sur la route. Je me suis tourné vers elle et lui ai pris les mains dans les miennes. « Sophie,
Quelque chose de très triste est arrivé aujourd'hui. Maman est tombée très malade au travail et son cœur s'est arrêté de battre. Son visage s'est déformé de confusion. Les médecins ne peuvent pas la guérir. L'innocente espérance contenue dans sa question brisa quelque chose en moi. Non, ma chérie. Quand le cœur de quelqu'un s'arrête complètement, les médecins ne peuvent pas le réparer. Maman est morte aujourd'hui. Elle me regarda pendant ce qui me sembla une éternité, ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Emma, essayant d'assimiler cette information incompréhensible. Puis elle demanda, « Ça veut dire que maman ne reviendra plus jamais à la maison ?» Quand j'acquiesçai, incapable de parler à travers mes larmes, elle poussa un cri qui ne semblait pas humain. C'était primitif, le son pur d'un cœur d'enfant qui se brisait. Ce soir-là, après avoir enfin réussi à endormir Sophie dans mon lit, blottie contre le t-shirt sale d'Emma pour se réconforter, tout le poids de ma perte m'a frappé de plein fouet. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain, la porte fermée pour que Sophie ne m'entende pas, et je me suis effondré. La douleur physique du deuil était accablante, comme si on me frappait à répétition dans la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. J'avais besoin de ma mère et de mon père. Les mains tremblantes, j'ai appelé mes parents. Ils étaient mariés depuis 42 ans, ils avaient fait face à des pertes ensemble. Ils sauraient certainement quoi dire, comment m'aider dans ce moment impossible. C'est alors que j'ai reçu la réponse qui allait tout changer entre nous pour toujours. En rentrant chez moi ce soir-là, en passant devant la maison de mes parents où les lumières de la fête brillaient encore, j'ai fait une promesse silencieuse à Emma. Ils paieraient pour chaque seconde d'indifférence. Pour chaque rire qu'ils avaient préféré à mes larmes. Car Emma a toujours été visionnaire. Et ces derniers mois, j'avais remarqué qu'elle rangeait nos documents et avait des conversations étranges avec des associés du cabinet. Je comprenais maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement de minutie professionnelle, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et calculé. Si vous avez déjà connu la douleur de perdre quelqu'un que vous aimez et vous êtes senti abandonné par ceux qui auraient dû vous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cette histoire, qui raconte comment ma femme a préparé la vengeance parfaite depuis l'au-delà, ne fait que commencer, et ce qui s'est passé lors de la lecture du testament a laissé ma famille sous le choc. Le lendemain matin, mes parents se sont présentés à ma porte à 9 h, encore avec cet air de gueule de bois. Ma mère portait un plateau avec les restes de l'anniversaire de Marcus, comme si les restes de gâteau pouvaient en quelque sorte compenser l'abandon de la veille. « Tyler, mon chéri, nous t'avons apporté à manger », a-t-elle dit en entrant sans attendre d'y être invitée. « Tu dois avoir faim après hier. » Sophie était assise à la table de la cuisine, remuant tristement ses céréales sans manger. Quand elle a vu ses grands-parents, elle s'est précipitée pour les embrasser, cherchant le réconfort que je ne pouvais pas lui offrir complètement. « Grand-mère, maman est morte », dit-elle d'une petite voix brisée. Ma mère la serra machinalement dans ses bras, lui tapotant le dos comme pour réconforter quelqu'un qui avait mal au ventre. « Je sais, ma chérie. C'est très triste. Mais vous allez vous en sortir, n'est-ce pas ?» Mon père s'est installé dans mon fauteuil préféré, celui où Emma avait l'habitude de se blottir pour lire des contrats. « Tyler, nous devons discuter des dispositions pratiques. As-tu déjà appelé l'assurance vie? Et son avocat? Ils ne m'ont même pas demandé comment j'allais. Comment Sophie tenait le coup. Si nous avions besoin de quelque chose. Leur première préoccupation était d'ordre financier. Papa, Emma est morte hier. Je suis encore sous le choc. Exactement, c'est pourquoi tu as besoin d'aide, m'interrompit-il. Ces choses sont compliquées quand il y a un patrimoine en jeu. Marcus a vécu la même situation quand il a perdu son entreprise. Enfin, pas exactement la même, mais tu vois ce que je veux dire. Marcus n'avait jamais perdu d'entreprise. En fait, mes parents avaient financé 3 startups ratées, tandis que je construisais mon propre empire à partir de rien avec Emma. Les funérailles ont été encore pires. Marcus est arrivé en retard, visiblement ivre, vêtu d'un costume froissé. Pendant toute la cérémonie, il a discrètement consulté son téléphone, comme s'il était dans une réunion de travail ennuyeuse. Emma avait préparé son propre éloge funèbre des années auparavant, comme toujours très organisé. Elle avait choisi des chansons spécifiques, des fleurs spécifiques, et avait même écrit quelques mots à lire. Mais quand vint mon tour de parler, je ne pus prononcer que 3 phrases avant de fondre en larmes. C'est Marcus qui s'est levé pour sauver le moment. Emma était une femme impressionnante, a-t-il commencé, comme s'il la connaissait intimement. J'ai toujours admiré la façon dont elle gérait les finances de la famille. Tyler a eu beaucoup de chance d'avoir une femme aussi prospère. Prospère. Pas intelligente, pas gentille, pas drôle. Prospère. Après la cérémonie, pendant la veillée funèbre chez moi, j'ai observé ma famille tourner autour comme des vautours. Marcus a discrètement examiné notre salon, commentant le nouveau système audio qu'Emma avait acheté le mois précédent.
Ma mère a posé des questions apparemment innocentes sur notre situation financière, maintenant qu'Emma n'était plus là. Vous aviez une assurance mutuelle, n'est-ce pas? A-t-elle demandé en arrangeant les fleurs. Emma a toujours été très prévoyante. La famille d'Emma, en revanche, était sincèrement bouleversée. Sa sœur Laura a pris l'avion depuis Seattle pour rester avec moi pendant une semaine. Ses parents, bien que divorcés depuis des années, se sont unis pour soutenir Sophie et moi. Ils nous ont interrogés sur nos sentiments, pas sur nos biens. C'est Laura qui l'a remarqué en premier. Tyler, ta famille s'intéresse beaucoup à l'héritage d'Emma, m'a-t-elle fait remarquer alors que nous faisions la vaisselle dans la cuisine. Est-ce normal que cela arrive si vite après un décès? Je n'avais pas de réponse. J'étais trop perdu dans ma douleur pour analyser les comportements. 3 jours après les funérailles, Marcus m'a appelé pour me proposer son aide. Tyler, je sais que tu dois être débordé par toutes ces questions juridiques, m'a-t-il dit, prenant le ton condescendant qu'il utilisait depuis notre enfance. Je peux jeter un œil au papier d'Emma? J'ai de l'expérience dans ce domaine, et tu sembles un peu perdu. Quelle expérience, Marcus? Tes entreprises ont fait faillite. Oh, ne sois pas comme ça. J'essaie juste d'aider. Et puis, je sais que vous avez tous les deux bien réussi. Il est peut-être temps de penser à des investissements familiaux. Tu vois? Des choses qui profiteraient à tout le monde. Des investissements familiaux. Comme si mon deuil était une opportunité commerciale. Je ne suis pas prêt à penser à l'argent en ce moment, Marcus. Bien sûr, bien sûr. Mais n'attends pas trop, d'accord? L'argent qui ne tourne pas est de l'argent perdu. Emma aurait compris ça. Quand j'ai raccroché, j'ai senti la colère monter à travers le brouillard du deuil. Comment osait-il parler au nom d'Emma? C'est ce soir-là, en fouillant dans les documents qu'Emma avait si méticuleusement classés, que j'ai trouvé la lettre. Une enveloppe scellée à mon nom, écrite de sa belle écriture. Mon Tyler bien-aimé, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Mais avant toute chose, sache que chaque jour passé à tes côtés a été un cadeau. Maintenant, à propos de ma famille contre la tienne. Mes mains tremblaient tandis que je continuais à lire. Ces derniers mois, j'ai remarqué que tes parents et Marcus s'intéressaient de plus en plus à notre situation financière. Ta mère a fait des commentaires sur notre maison. Marcus t'a interrogé sur nos investissements. Ton père a même suggéré qu'ils devraient avoir leur mot à dire dans nos décisions financières parce que nous sommes une famille. Je n'avais jamais parlé de cela à Emma. Comment le savait-elle? Chérie, je suis avocate depuis assez longtemps pour reconnaître les prédateurs financiers, même lorsqu'ils utilisent des noms de famille. C'est pourquoi j'ai pris quelques précautions. Tu découvriras bientôt que mon testament contient des clauses intéressantes. Mon cœur s'est emballé. Ne t'inquiète pas pour Sophie. Elle est protégée quoi qu'il arrive. Mais ta famille, eh bien, ils vont découvrir que la cupidité a des conséquences. Et quand ils le découvriront, je veux que tu saches que c'était intentionnel. La lettre continuait avec des instructions précises sur le moment et la manière dont je devais révéler certaines informations. Emma avait prévu exactement comment ma famille réagirait à sa mort, et elle avait préparé une réponse. Au cours des jours suivants, les véritables personnalités ont émergé comme une infection exposée à l'air libre. Marcus a commencé à se présenter à l'improviste, toujours avec des suggestions sur la façon dont je devais gérer ma nouvelle situation financière. Mes parents ont fait des commentaires de plus en plus directs sur la façon dont je devais partager ma chance avec la famille qui m'avait soutenu pendant toutes ces années. Après tout, a déclaré ma mère lors d'une de ses visites impromptues, Emma n'aurait pas pu construire tout cela toute seule. Elle a pu s'appuyer sur la famille structurée de Tyler. Il est normal que cette base soit reconnue aujourd'hui. Base. Comme si les années de travail acharné d'Emma n'étaient que le résultat de son mariage avec moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Emma avait consigné chaque commentaire, chaque insinuation, chaque fois qu'ils avaient manifesté de l'intérêt pour notre argent plutôt que pour notre bien-être. Et maintenant, en lisant ces notes précises, je voyais notre vie conjugale à travers ses yeux d'avocate. Elle avait monté un dossier imparable contre ma propre famille. Et dans 2 semaines, lors de la lecture officielle du testament, ils découvriraient qu'Emma avait toujours su exactement qui ils étaient. Mais d'abord, je devais les laisser révéler complètement leur vraie nature. 2 semaines après les funérailles, j'étais en train de classer les documents d'Emma lorsque la sonnette retentit. Sophie était à l'école, j'ai donc ouvert la porte seule. Mes parents et Marcus se tenaient sur le porche, tous avec des expressions sérieuses. Ma mère portait un porte-documents en cuir, mon père avait une calculatrice à la main et Marcus tenait ce qui semblait être une présentation imprimée. « Tyler, nous devons te parler », a annoncé mon père en passant devant moi sans m'inviter à entrer. « À propos de ta situation financière. »
Ils se sont installés dans le salon comme s'ils menaient une réunion d'affaires. Marcus a ouvert la présentation sur la table basse. Des graphiques colorés, des pourcentages, des projections financières. « Fiston, nous avons préparé une proposition », a commencé ma mère, prenant ce ton maternel qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Nous savons qu'Emma vous a laissé bien. Pourvu. Et nous avons pensé à la façon dont cela pourrait profiter à toute la famille. » Marcus a pointé les graphiques. « Tyler, regarde ces chiffres. Avec le patrimoine que vous avez accumulé, il existe une opportunité incroyable de diversification familiale. Je parle d'investissements immobiliers, de start-ups, de fonds communs de placement. » « Quels chiffres ?» ai-je demandé, sentant une froideur m'envahir l'estomac. Mon père a consulté ses notes. « Eh bien, sur la base de vos propriétés, de l'assurance vie d'Emma, des investissements que nous connaissons, nous estimons que vous avez hérité d'environ 2,8 millions de dollars. » La précision m'a stupéfié. Comment pouvait-il savoir cela? Emma et moi n'avions jamais discuté de notre patrimoine avec qui que ce soit de la famille. « Notre proposition est simple, » a poursuivi Marcus en tournant une page. « Tu gardes 40% pour toi et Sophie. Les 60% restants sont investis dans des entreprises familiales qui profitent à nous tous. Considère cela comme une extension de l'héritage d'Emma. 40%. Il voulait plus de la moitié de l'héritage que ma femme avait laissé à notre fille. « Je ne suis pas intéressé, » répondis-je froidement. « Tyler, sois raisonnable, » insista ma mère. « Nous t'avons élevé, éduqué, soutenu quand tu as commencé avec Emma. Maintenant que tu as des ressources, il est normal que la famille soit reconnue. Emma vient de mourir. Sophie a perdu sa mère. Et vous êtes là à parler d'argent. Nous parlons de l'avenir, corrigea mon père. Emma était intelligente. Elle aurait compris que l'argent qui ne rapporte rien n'est une opportunité perdue. Tu crois qu'elle aurait voulu que vous gardiez tout? À ce moment-là, je me suis souvenu d'un autre passage de la lettre d'Emma. Quand ils te feront leur proposition, et ils le feront, note tout. Chaque mot, chaque pourcentage, chaque justification. Tu en auras besoin plus tard. Je dois réfléchir, ai-je dit en me levant. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, a rétorqué Marcus, d'un ton plus agressif. Tyler, tu as toujours été le frère responsable. Ne commence pas à être égoïste maintenant. Égoïste. Parce que je veux préserver l'héritage de ma fille orpheline. Après leur départ, j'ai appelé David Chen, l'avocat personnel d'Emma que j'avais mentionné dans la lettre. Il m'a reçu le jour même. Tyler, Emma m'a préparé à cette conversation, m'a-t-il dit dès que je me suis assis dans son bureau. Elle a prévu exactement ce que votre famille ferait. Et elle a préparé des contre-mesures. Il ouvrit un gros dossier. Votre femme a méticuleusement documenté chaque tentative de votre famille pour s'immiscer dans vos finances. Des conversations enregistrées, des emails sauvegardés, et même des photos de Marcus inspectant votre maison à la recherche de signes de richesse. Mon sang se glaça. Des enregistrements. Emma avait une application d'enregistrement automatique sur son téléphone. C'était malin, car elle le signalait toujours au début des appels. Vous voulez entendre votre père essayer de la convaincre d'investir dans la société fantôme de Marcus? Pendant les 20 minutes qui suivirent, j'écoutais ma propre famille comploter contre nous. Mon père suggérait à Emma de reconnaître la famille qui avait permis à Tyler de réussir. Marcus calculant combien d'argent il pourrait légitimement réclamer si quelque chose nous arrivait. Le pire, c'était ma mère. Cette femme s'est toujours crue supérieure à nous. Si elle meurt avant Tyler, nous pourrons enfin avoir accès aux ressources qui devraient appartenir à la famille depuis des années. Ils ont dit ça? Murmurai-je, incrédule. David acquiesça gravement. Emma les surveillait depuis 2 ans, Tyler. Elle savait exactement quel genre de personnes ils étaient. Et elle s'est préparée en conséquence. Il fit glisser un autre document sur la table. Le testament d'Emma contient des clauses très spécifiques. Si ta famille tente de réclamer une partie de son héritage, certaines révélations seront rendues publiques. Automatiquement. Quel genre de révélations? Des preuves des tentatives de fraude fiscale de votre père. Des documents sur les sociétés écrans de Marcus. Même des registres montrant comment ils ont détourné de l'argent du compte de l'église que votre mère gère. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Emma a découvert tout ça? Ta femme était une enquêtrice née, Tyler. Et elle soupçonnait ta famille depuis longtemps. Quand elle a compris qu'il voyait sa mort comme une opportunité financière, elle a décidé qu'elle devait te protéger, toi et Sophie. Ce soir-là, après avoir couché Sophie, j'ai relu toute la lettre d'Emma. Une partie en particulier avait désormais tout son sens. Mon cher,
dans le tiroir secret de mon bureau, tu trouveras une enveloppe marquée « Plan B ». À l'intérieur, tu trouveras des instructions précises sur la manière et le moment d'utiliser les informations que j'ai recueillies. N'utilise-les que s'ils te forcent la main. Et Tyler, ils te forceront la main. J'ai trouvé l'enveloppe. Les instructions étaient détaillées et précises, comme tout ce qu'Emma faisait. Il y avait même un calendrier suggéré pour un impact maximal. 3 jours plus tard, Marcus est arrivé seul à la maison. « Tyler, nous avons consulté quelques avocats », a-t-il dit en s'asseyant sans y être invité. « Apparemment, tu pourrais être obligé de partager ton héritage avec nous. Les droits familiaux, tu sais. » « Quels avocats ? » « Eh bien, nous sommes encore en train de nous renseigner. Mais le fait est que, soit tu coopères maintenant, soit les choses pourraient devenir compliquées. Légalement parlant. C'était une menace à peine voilée. Exactement ce qu'Emma avait prévu. « Marcus, je dois te dire quelque chose, » ai-je dit en gardant un ton calme. Emma a laissé des instructions très précises concernant notre héritage. Et sur ce qui arriverait si quelqu'un tentait de le contester. Son expression a légèrement changé. Quel genre d'instruction ? Le genre d'instruction que toi et nos parents auriez dû prendre en considération avant de commencer à faire des projets avec de l'argent qui ne vous a jamais appartenu. Je vis la première ombre du doute traverser son visage. Pendant des années, Marcus m'avait sous-estimé, pensant que j'étais juste le frère sage et prévisible. Il n'avait jamais envisagé qu'Emma ait pu m'apprendre certaines de ses tactiques. Tyler, je ne sais pas ce que tu insinues, mais… Je n'insinue rien, Marcus. Je constate un fait. Emma savait exactement ce que vous feriez si elle mourait. Et elle s'est préparée en conséquence. Alors que Marcus s'éloignait, visiblement mal à l'aise, j'ai pris mon téléphone et envoyé un message à David Chen. Il monte au créneau comme Emma l'avait prévu. Il est temps de mettre en œuvre le plan B. Le lendemain, David Chen m'a reçu dans son bureau avec une expression grave et une pile de documents sur la table. Tyler, le plan B d'Emma est complet, a-t-il déclaré en feuilletant les pages. Elle a documenté 3 années de tentatives de manipulation financière de la part de votre famille. Mais il y a plus. Beaucoup plus. Il fit glisser un dossier rouge sur la table. Emma a engagé un détective privé pour enquêter sur les activités financières de ton père et de Marcus. Ce qu'ils ont trouvé est significatif. J'ouvris le dossier avec des mains tremblantes. La première page était un rapport détaillé sur le compte bancaire de mon père. Des virements suspects, des retraits d'argent liquide, des mouvements qui ne correspondaient pas à ses revenus déclarés. Votre père détourne les dîmes de l'église depuis 2 ans, expliqua David. De petites sommes, rien qui n'attire l'attention individuellement, mais au total, cela représente près de 50 000 $. Mon estomac se noie. Et Marcus. C'est pire encore. Les entreprises qu'il a créées sont des façades pour blanchir de l'argent. Il a des associés dans des affaires louches, Tyler. Des affaires qui pourraient donner lieu à des poursuites fédérales. Pendant l'heure qui a suivi, David m'a guidé à travers le plan méticuleux qu'Emma avait élaboré. Elle avait non seulement prévu la réaction de ma famille à sa mort, mais elle avait également préparé des contre-mesures pour chacune de leurs actions possibles. Son testament contient des clauses de contingence, m'a-t-il expliqué. Si un membre de votre famille conteste légalement l'héritage, ces informations seront automatiquement rendues publiques. Elles seront envoyées au fisc, au conseil de l'Église, aux anciens associés de Marcus. Emma a vraiment fait ça. Ai-je demandé, encore sous le choc. Ta femme était une brillante stratège, Tyler. Elle t'aimait trop pour laisser des profiteurs détruire l'avenir que vous aviez construit pour Sophie. Ce soir-là, j'ai commencé à mettre en œuvre la première phase du plan. Emma avait laissé des instructions précises, laisse-les faire pression. Laisse-les révéler leur vraie nature. Quand ils seront convaincus que tu es trop faible pour résister, alors tu agiras. 3 jours plus tard, mes parents sont réapparus, cette fois accompagnés d'un avocat. Un homme maigre et nerveux du nom de Gerald Peterson, qui n'était clairement pas à l'aise avec la situation. Tyler, a annoncé mon père, nous avons engagé un avocat. Il semble qu'il existe des précédents de contestation de testament en cas d'influence indue. Influence indue ? Ai-je répété. Eh bien, a intervenu ma mère, Emma a toujours été très autoritaire. Il est possible qu'elle vous ait manipulé contre votre propre famille. Ce testament ne reflète pas les vraies valeurs de notre famille. L'avocat s'est éclairé la gorge, mal à l'aise. Monsieur Matthews, je dois vous préciser que je suis ici uniquement pour vous informer de vos options juridiques. Je ne cautionne pas nécessairement. Gérald, l'interrompit Marcus sèchement, laisse les détails techniques pour plus tard. Tyler, le choix est simple.
tu peux faire ça à l'amiable ou à la dure. C'était exactement ce qu'Emma avait prévu. L'escalade vers des menaces directes. Quelle est la manière facile? Demandai-je en feignant la nervosité. Vous reconnaissez que la famille mérite une part équitable de l'héritage. Nous partageons tout à l'amiable. Vous gardez la garde de Sophie, tout le monde est content. Et la manière difficile. Mon père se pencha en avant. Nous contestons le testament. Nous remettons en question ta capacité mentale après le deuil. Nous pourrions même explorer si tu es vraiment le meilleur tuteur pour Sophie dans cet état émotionnel. Menacer ma fille, c'était la limite. Mais je gardais une expression neutre, comme Emma me l'avait demandé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. Bien sûr, a répondu ma mère avec un sourire faux. Mais pas trop longtemps, mon chéri. Ces choses-là se compliquent avec le temps. Après leur départ, j'ai appelé David. Ils viennent de menacer de me retirer la garde de Sophie. Parfait, a-t-il répondu d'un ton satisfait. Emma l'avait prévu. Tu as enregistré la conversation? Je l'avais fait. L'application qu'Emma avait installée sur mon téléphone avait tout enregistré automatiquement. Excellent. Maintenant, ils ont franchi une ligne légale. Tentative d'extorsion en utilisant une mineure comme moyen de pression. Ça change tout. Les jours suivants ont été une danse prudente. Marcus a continué à se montrer, de plus en plus agressif. Il a inspecté ma maison ouvertement, faisant des commentaires sur ce qui appartenait techniquement à la famille. Il m'a même demandé si j'avais l'intention de vendre la propriété de Miami, car elle serait trop grande pour seulement 2 personnes. Ma mère a adopté une approche différente, essayant de manipuler Sophie directement. « Chérie, lui a-t-elle dit lors d'une visite, tu sais que ta mère voulait que tous les membres de la famille soient pris en charge, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas aimé voir grand-mère et grand-père dans le besoin. » Sophie, qui n'avait que 8 ans, a répondu avec une perspicacité qui m'a surpris. « Maman a toujours dit que les gens qui nous aiment vraiment se manifestent quand on est triste, pas quand ils veulent quelque chose. » Ma mère pâlit. Pendant ce temps, je compilais des preuves supplémentaires en suivant les instructions détaillées d'Emma. Elle avait prévu que ma famille en viendrait aux menaces et au chantage émotionnel, et avait donc préparé des réponses proportionnées. « Tyler, m'a dit David lors de notre réunion hebdomadaire, Emma a monté un dossier en béton, ce qui est rare. Plus ils seront agressifs, plus tu rassembleras de preuves. Plus tu rassembleras de preuves, plus ils deviendront vulnérables. » La lecture officielle du testament était prévue pour le lundi suivant. Emma avait précisé que toute la famille devait être présente pour d'importantes révélations concernant la répartition des biens. Il ne savait pas qu'il s'agirait de la répartition de la justice. Le vendredi précédant la lecture, Marcus a joué son dernier coup. Il est arrivé à la maison complètement ivre, criant que j'avais toujours été le « fils chéri » et qu'il était temps de rétablir l'équilibre. « Tu te crois meilleur que nous parce que tu as cette maison chic et cet argent » a-t-il hurlé. « Emma n'était riche que parce qu'elle t'avait épousé, et tu n'as réussi que parce que papa et maman t'ont donné une base. » Sophie était à l'école, Dieu merci, mais les voisins ont tout entendu. Hélène a appelé la police, inquiète pour notre sécurité. Lorsque les agents sont arrivés, Marcus était toujours en train de proférer des menaces sur la façon dont il allait récupérer ce qui appartenait à la famille. Le rapport de police serait une autre preuve précieuse. Ce soir-là, j'ai relu la lettre d'Emma une dernière fois. Une partie en particulier avait désormais tout son sens. « Chérie, quand lundi arrivera et qu'ils seront assis dans ce bureau à attendre de savoir combien ils vont recevoir, souviens-toi, ils ont créé chaque instant de ce qui va arriver. Chaque mot cruel, chaque menace, chaque tentative d'utiliser notre fille comme monnaie d'échange. Tu n'es pas vengeur. Tu es protecteur. » Dimanche soir, Sophie est venue me voir pendant que je rangeais les derniers documents. « Papa, c'est demain qu'on va découvrir ce que maman a écrit. » « Oui, ma chérie. » Elle savait qu'ils allaient être méchants avec nous. La question m'a brisé le cœur. « Oui, Sophie. Ta mère savait exactement qui ils étaient. Alors elle nous a protégés. »« Oui, ma chérie. Même après son départ, elle continue de nous protéger. » Si vous suivez cette histoire d'une femme brillante qui a prédit la trahison de sa famille et préparé la réponse parfaite depuis l'au-delà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car lundi, lors de la lecture du testament, ma famille découvrira qu'Emma savait exactement qui ils étaient et qu'elle avait préparé des conséquences qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais imaginées. Lundi, 9 h du matin. Le bureau de David Chen était silencieux comme un tribunal avant le verdict final. Ma famille est arrivée à l'heure, tous habillés de manière formelle comme pour une célébration. Marcus portait son meilleur costume, probablement acheté spécialement pour l'occasion. Mes parents sont entrés main dans la main,
arborant des sourires confiants qui ne pouvaient cacher la cupidité dans leurs yeux. Tyler m'a salué ma mère chaleureusement, comme si les menaces de la semaine précédente n'avaient jamais eu lieu. Tu as l'air fatigué, mon chéri. J'espère qu'après aujourd'hui, nous pourrons mettre toute cette tristesse derrière nous. Sophie était assise à côté de moi, me tenant la main. David avait suggéré qu'elle ne participe pas, mais Emma avait été catégorique. Sophie doit être présente. Elle doit voir qui ils sont vraiment. Eh bien, commença David en ouvrant un épais dossier. Comme vous le savez, nous sommes ici pour la lecture officielle du testament d'Emma Charlotte Matthews. Avant de commencer, je dois vous informer que ce document contient des révélations importantes. Marcus se pencha en avant, impatient. Des révélations sur la répartition, j'espère. Entre autres choses, répondit David diplomatiquement. Emma a été très méticuleuse dans ses dernières instructions. Il commença par les formalités légales, puis passa aux distributions mineures, dons à des œuvres caritatives, fonds pour d'anciens employés. Ma famille écoutait avec impatience, attendant d'en arriver à la partie principale. Maintenant, dit David, d'un ton plus grave, nous arrivons aux dispositions familiales spécifiques. Le silence dans la pièce était palpable. Marcus cessa de tambouriner avec ses doigts. Mes parents se penchèrent en avant. À mon mari Tyler et à notre fille Sophie, je lègue tous mes biens personnels, y compris les propriétés, les investissements et les assurances-vie, pour un montant total d'environ 2,8 millions de dollars. Mon père acquiesça d'un air satisfait, comme si c'était exactement ce à quoi il s'attendait. Cependant, poursuivit David, Emma a inclus des clauses spécifiques relatives aux tentatives de contestation ou de revendication de ses biens. Marcus fronça les sourcils. Quel genre de clause? David tourna la page. Je cite, « Si un membre de la famille Matthews tente de contester ce testament, de revendiquer des droits sur ma succession ou de contraindre mon mari à partager notre héritage, les informations suivantes seront automatiquement transmises aux autorités compétentes. » L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. Le confort rassurant s'évapora. « Quelles informations ?» demanda ma mère, la voix légèrement tremblante. David ouvrit une enveloppe scellée. Preuve de détournement de fonds de l'église méthodiste centrale par Bradley Matthews, pour un montant total de 47 832 $ sur 2 ans. Mon père pâlit. C'est ridicule. Emma n'avait pas accès. Elle y avait accès, l'interrompit David. Emma a documenté chaque transaction, y compris des photos de faux reçus et des enregistrements de conversations où vous admettez les détournements. Marcus tenta de se lever. Attendez, ce n'est pas légal. Il y a également, a poursuivi David sans relâche, des preuves que Marcus Matthews a créé 3 sociétés fantômes pour blanchir de l'argent, avec des liens avérés avec des opérations de jeux illégaux dans l'Illinois et le Nevada. Le visage de Marcus est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Comment a-t-elle? Quand a-t-elle? Emma était avocate d'entreprise spécialisée dans les crimes financiers, a expliqué David calmement. Identifier les schémas de blanchiment d'argent était sa spécialité professionnelle. Ma mère respirait rapidement. Tyler, tu étais au courant? Avant que je puisse répondre, David a poursuivi. Il y a plus. Carol Matthews, vous avez détourné 12 400 $ du fonds caritatif de la Ligue des femmes au cours des 18 derniers mois, en utilisant un compte personnel pour traiter des frais administratifs fictifs. Le silence qui suivit était assourdissant. Ma famille était en état de choc, essayant de comprendre qu'Emma avait documenté des années de comportement criminel qu'il pensait avoir parfaitement dissimulé. C'est du chantage, finit par dire Marcus. Non, corrigea David. C'est de la prévention. Emma savait exactement comment vous réagiriez à sa mort, et elle a pris des mesures pour protéger Tyler et Sophie. Mon père retrouva sa voix. Tyler, tu ne peux pas permettre cela. Nous sommes ta famille. C'est alors que je pris la parole pour la première fois lors de cette réunion. Vous êtes ma famille? Demandai-je d'une voix calme mais ferme. Parce que quand ma femme est morte, vous trinquiez à une fête. Quand j'avais besoin de soutien, vous êtes venu avec des calculatrices. Quand ma fille a perdu sa mère, vous m'avez posé des questions sur l'assurance vie. Tyler. A commencé ma mère. Emma a tout enregistré. Ai-je poursuivi. Chaque appel où vous avez calculé combien vous pourriez réclamer. Chaque commentaire sur le fait qu'elle était enfin hors du chemin. Chaque plan que vous avez élaboré pour me manipuler pendant mon deuil. Marcus transpirait visiblement. Nous pouvons vous expliquer. Vous pouvez, a dit Sophie pour la première fois, d'une voix claire et ferme. Vous pouvez expliquer pourquoi vous ne m'avez pas prise dans vos bras quand maman est morte? Pourquoi vous ne m'avez pas demandé si j'allais bien? Pourquoi vous n'avez parlé que d'argent?
La remarque d'une enfant de 8 ans a touché plus profondément que n'importe quelle accusation légale. David a fermé le dossier. Emma vous a laissé un dernier message. Il alluma un magnétophone. La voix d'Emma emplit la pièce, claire et déterminée. Si vous écoutez ceci, cela signifie que vous avez fait exactement ce que j'avais prévu. Vous avez transformé la mort d'une fille, d'une belle-sœur et d'une mère en opportunité financière. Vous avez choisi la cupidité plutôt que le deuil, la manipulation plutôt que le soutien. Tyler et Sophie méritent une vraie famille, pas des prédateurs déguisés en parents. L'enregistrement continuait, les preuves que j'ai rassemblées resteront confidentielles, mais seulement si vous disparaissez complètement de nos vies. Pas de contact, pas de visite, pas de tentative de réconciliation. Vous avez perdu le droit d'être appelé « famille ». À la fin de l'enregistrement, ma famille était complètement détruite. Des années de crimes soigneusement dissimulés étaient exposées au grand jour, leur véritable nature révélée, et ils devaient désormais choisir entre la prison et l'exil familial. Mais Emma avait gardé la révélation finale pour la fin. « Il y a une dernière chose », dit David en sortant une enveloppe rouge du dossier. Emma avait prévu que, même confrontée à des preuves de vos crimes, vous tenteriez de négocier ou de justifier vos actes. C'est pourquoi elle a préparé une démonstration finale. Il ouvrit l'enveloppe et étala des photos sur la table. Il s'agissait d'images de Marcus dans des casinos illégaux, de mon père falsifiant des documents de l'Église, de ma mère détournant des fonds caritatifs. Des preuves si accablantes qu'elles rendaient tout déni impossible. Ces photos, ainsi que tous les documents, ont déjà été automatiquement envoyés aux autorités compétentes, annonça calmement David. La seule raison pour laquelle vous n'avez pas encore été arrêté est qu'Emma a spécifié un délai de grâce de 24 heures. Marcus bondit de sa chaise. C'est du chantage. C'est illégal. Non, corrigea David. C'est la justice. Emma vous propose un accord définitif. Disparaissez complètement de la vie de Tyler et Sophie. Déménagez dans un autre État, changez de numéro de téléphone, n'essayez pas de les contacter. En échange, les preuves criminelles seront scellées à jamais. Le silence qui suivit ne fut rompu que par la respiration haletante de ma famille, qui réfléchissait à ses options limitées, la prison ou l'exil. Mon père finit par parler, d'une voix faible et résignée. « Pour combien de temps ?»« Pour toujours, » répondis-je fermement. Vous avez perdu le droit d'être appelé ma famille à l'instant où vous avez transformé la mort de ma femme en opportunité financière. Ma mère tenta une dernière manipulation. Tyler, pense à Sophie. Elle a besoin de ses grands-parents. Non, l'interrompit Sophie d'une voix claire et déterminée. J'ai besoin de grands-parents qui m'aiment, pas de gens qui ne se sont manifestés que lorsqu'ils voulaient l'argent de ma mère décédée. La vérité brutale, prononcée par une enfant de 8 ans, fut le coup de grâce. Ma famille quitta le bureau dans un silence complet, accablée par le poids de ses propres choix. Au cours des mois qui ont suivi, ils ont respecté l'accord. Marcus a déménagé au Nevada, où il a trouvé un emploi de vendeur de voitures d'occasion, une chute considérable par rapport à son ancienne vie d'homme d'affaires. Mes parents ont vendu la maison et ont pris une retraite modeste en Arizona, loin de leurs anciennes communautés où leurs crimes seraient rendus publics. Ils n'ont plus jamais essayé de nous contacter. Sophie et moi, en revanche, nous nous sommes épanouis. Sans la toxicité constante de ma famille, nous avons pu faire notre deuil de manière saine. La famille d'Emma nous a complètement accueillis. Ses parents sont devenus les grands-parents que Sophie méritait, présents à chaque anniversaire, chaque récital, chaque moment important. 6 mois après la lecture du testament, nous avons utilisé une partie de l'héritage pour créer une fondation au nom d'Emma, offrant des conseils juridiques gratuits aux victimes de manipulations familiales. L'ironie n'est pas passée inaperçue. L'argent que ma famille a tenté de voler est devenu une force pour protéger d'autres personnes contre des prédateurs similaires. 1 an plus tard, Sophie m'a demandé « Papa, il te manque ?» J'ai réfléchi avant de répondre. La famille que je pensais que nous avions me manque. Mais les personnes qu'ils étaient vraiment ne me manquent pas. Maman le savait depuis le début, n'est-ce pas ? A-t-elle poursuivi. Ta mère était très intelligente, ma chérie. Elle a vu clair dans leur jeu bien avant moi. Sophie acquiesça sérieusement. Alors elle nous a protégés même après sa mort. Oui, acquiesçai-je en la serrant dans mes bras. Ta mère a pris soin de nous jusqu'à la fin. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Sophie a 13 ans et est l'une des élèves les plus brillantes de sa classe. Elle a hérité de l'intelligence stratégique de sa mère et a appris une leçon précieuse sur le vrai sens de la famille. Ce n'est pas une question d'ADN ou d'obligation, mais d'amour inconditionnel et de soutien sincère. Quant à mon ancienne famille, j'ai parfois des nouvelles par des connaissances communes. Marcus travaille au même endroit depuis 3 ans, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire auparavant lorsqu'il avait notre argent comme filet de sécurité.
Mes parents mènent une vie simple, loin du luxe qu'ils espéraient acquérir grâce à notre héritage. La leçon la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'Emma ne m'a pas seulement protégé de prédateurs déguisés en parents, elle m'a appris que la vraie famille est celle qui est là dans les moments difficiles, pas celle qui apparaît quand il y a quelque chose à gagner. La dernière lettre que j'ai trouvée dans le coffre-fort d'Emma résume parfaitement tout cela. Tyler, la vraie famille se construit avec de l'amour, pas avec du sang. Elle se choisit par ses actions, elle ne s'hérite pas par la naissance. Sophie mérite de grandir en connaissant la différence. Si cette histoire vous a touché et que vous avez déjà vécu des situations similaires avec des personnes qui ont profité de votre douleur ou de votre vulnérabilité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous partageons des histoires vraies de personnes qui ont trouvé la force de se protéger de relations toxiques, même lorsque ces relations étaient familiales. Parce que parfois, la famille que nous choisissons est bien plus précieuse que celle dans laquelle nous sommes nés. Aujourd'hui, en voyant Sophie grandir entourée de personnes qui l'aiment sincèrement, je sais qu'Emma a atteint son objectif final. Protéger notre fille de l'idée que la famille peut être synonyme de manipulation. Au contraire, Sophie a appris que la vraie famille est synonyme de protection inconditionnelle. Et cela a été la plus douce des vengeances. Non seulement vaincre ceux qui ont tenté de nous exploiter, mais aussi garantir que notre fille grandisse en sachant qu'elle mérite d'être aimée sans condition. Emma a toujours eu raison. La justice la plus puissante n'est pas celle qui détruit, mais celle qui protège et construit quelque chose de mieux.